Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour cette première table ronde après une introduction émouvante. Bruno, c'était comment Bruno avec votre petit-fils? C'était superbe. Alors, on va rentrer dans des sujets sérieux. Le thème de cette table ronde va s'afficher, repenser l'entreprise, la gouvernance, le management de demain. Vaste sujet si on se projette à 2030. Je vais vous proposer, mesdames, messieurs, de faire comme dans une réunion des nouveaux modes de gouvernance agile où on commence par un tour d'inclusion pour bien rentrer ensemble dans cette table ronde et puis ensemble avec l'ensemble des participants. Donc je vais vous proposer, voilà, on va quand même un peu se présenter puisque tout le monde ne vous connaît pas. Et puis voilà, nous dire comment vous vous sentez, pourquoi vous êtes ici pour Happy Cup Day. Annie? Alors bon matin à tous. Québécoise, montréalaise, avec un petit accent à peine perceptible. Entrepreneur de jour, maman à temps plein, activiste pour deux grandes causes, l'entrepreneurship au féminin et comment bâtir l'entreprise durable de demain. C'est un privilège d'être ici aujourd'hui, de faire partie de cette première cohorte du Sommet international de la gouvernance. Et puis, je suis ici parce que c'est notre droit en tant qu'entrepreneur et notre responsabilité de participer à cette table de discussion pour redéfinir les facteurs de succès de l'entreprise de demain et réécrire certaines règles sur le comportement éthique de l'entrepreneur. Alors, merci de l'invitation, Virginie. Merci, Annie. Marc. Bonjour. Je m'appelle Marc Alévi, je suis un être parfaitement hybride et martien, un gros tiers de physicien, un gros tiers de philosophe et un gros tiers de prospectiviste. Donc c'est plutôt ce dernier tiers qui va être sollicité aujourd'hui. Et donc pourquoi je suis là? Parce que je crois que la problématique de la gouvernance est au cœur d'un grand mouvement que nous vivons tous. Ce grand mouvement que nous vivons tous, il arrive à peu près en moyenne tous les 550 ans. Et tous les 550 ans, il y a une grande rupture dans l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un saut de complexification qui, pour le faire très simple et en une seule phrase, rend à peu près tous les modèles et toutes les idéologies absolument obsolètes. Tout de suite, vous voyez, ça pose le sujet. 550 ans, vous avez bien dit 550 ans. Il faudra nous expliquer. Moi, je voudrais savoir pourquoi 550 ans. Jean-François. Bonjour à tous, je suis Jean-François Adida, je suis le directeur de l'Université d'entreprise d'Orange et je suis aussi conférencier sur les nouvelles tendances de travail et le management. Voilà, je me sens aujourd'hui dans mon élément, je suis ravi d'être là parce que je pense que dans 550 ans, je vais louper la prochaine. Donc, content d'en être et puis on pourra rentrer dans les détails les grandes questions que ça pose pour notamment les entreprises et les collectifs. Bruno ? Bonjour à tous, Bruno Lacroix. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc je suis entrepreneur. J'ai développé le groupe Aldes sur la qualité d'air intérieur et le confort thermique. Et puis j'ai, pendant plus de 30 ans, occupé un certain nombre de mandats dans nos organisations professionnelles, ayant présidé la métallurgie, le MEDEF départemental, le MEDEF régional, appelé par le président du CNPF de l'époque, devenu MEDEF, pour devenir vice-président exécutif en charge de la formation professionnelle. J'ai, pendant 9 ans, présidé le Conseil économique et social, donc animé des réunions plénières dans cette même salle également. Et puis, je n'arrête pas d'entreprendre dans la mesure où je développe un certain nombre de projets pour le développement économique de notre région. Voilà. Merci Bruno. Khaled. Bonjour, je m'appelle Khaled Digué, je suis béninois. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce qu'en ce moment, même nous parlons, il y a le président Macron qui va faire une déclaration au sommet Europe-Afrique qui se déroule à Abidjan. J'aurais pu être là-bas, mais j'ai fait le choix d'être ici parce que je pense que le plaidoyer pour la nouvelle gouvernance pour 2030, une génération renouvelée, doit se faire aussi dans d'autres endroits du monde. Donc, qui suis-je ? Je suis le président fondateur d'un think tank, donc un laboratoire d'idées qui s'appelle Club 2030 Afrique. Donc, ça fait un moment où nous réfléchissons à 2030, à l'horizon 2030. Nous espérons
transformer l'essai, transformer cet avenir que nous sommes en train de voir venir avec tous les défis que nous vivons aujourd'hui, qui sont maintenant des défis globaux. Alors, pourquoi suis-je ici? Je suis ici vraiment pour soutenir cette initiative parce que j'y crois et je pense qu'avec un changement de paradigme, 2030 pourrait être une très belle année. Merci. Merci Khaled. Je me présente également, Florence Huneau, donc je suis entrepreneur depuis 20 ans et j'ai cofondé une entreprise notamment qui s'appelle Spindle, un collectif européen qui a le plaisir d'accompagner justement les entreprises à travailler sur ces nouveaux modes de gouvernance. Et je suis très très heureuse d'être ici parce que je pense que de par la richesse des talents, toutes les nationalités multiculturelles, je pense que c'est un moment fort. Et aussi, comme le disait Marc, je suis assez convaincue que nous sommes à un point pivot, à un point de rupture. Et que ce point pivot, il peut basculer du bon ou du mauvais côté. Et moi, j'ai très envie que ça bascule du bon côté. Donc, je vais tout de suite, d'ailleurs, demander à Marc de nous éclairer, parce que je suis très impatiente. Marc a beaucoup gardé le suspense, en fait, donc on va tous apprendre beaucoup de choses. Très impatiente de connaître ces différentes ruptures et qu'est-ce qui est en train de basculer vraiment pour vous en ce moment. Dans mon jargon de physicien des systèmes complexes, on appelle ça une bifurcation. Alors ceux d'entre vous qui ont eu au moins un enfant vont comprendre très vite ce que c'est qu'une bifurcation. Rappelez-vous la naissance de votre premier enfant, il y a la vie avant et la vie après, et c'est pas la même. On est d'accord ? Eh bien, ça, c'est une bifurcation. Eh bien, nous sommes en train de vivre à peu près la même chose et que quand on regarde l'évolution des systèmes complexes en termes de bifurcation, précisément, on se rend compte qu'il y a 5 dimensions. Alors, je vous passe les détails théoriques, c'est pas ça qui vous intéresse, mais il y a 5 dimensions. Quelles sont les 5 ruptures que nous vivons aujourd'hui? Elles sont toutes irréversibles, ça, il faut bien savoir. Première rupture, c'est la rupture écologique. La rupture écologique, nous ne sommes plus, en termes de ressources, surtout non renouvelables, bien sûr, nous ne sommes plus du tout dans une logique d'abondance, nous sommes dans une logique de pénurie. Donc, ça veut dire que nous sommes obligés de changer notre logique économique et donc la gouvernance. La gouvernance doit être globalisée au niveau des décisions à prendre concernant la planète, mais à l'intérieur de chaque organisation, la gouvernance doit devenir de plus en plus systémique, c'est-à-dire intégrer toutes les dimensions du problème et non plus se contenter, comme on le faisait dans le temps, de une ou deux dimensions, l'une financière, la deuxième commerciale et la troisième humaine. Donc très clairement, première bifurcation, première exigence en termes d'évolution de la gouvernance. Deuxième rupture, c'est technologique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le numérique a complètement envahi nos vies privées, nos vies professionnelles, et encore plus celles de nos enfants, et encore plus celles de mes petits-enfants. Donc, on est bien là devant quelque chose de colossalement important qui change toutes les règles du jeu. Et ça va à une vitesse folle. Alors, qu'est-ce que ça implique au niveau de la gouvernance? Ça implique 2 choses. La première chose, c'est en aucun cas, il ne faut que l'homme devienne l'esclave de la technologie. Dans tous les cas, il faut que la technologie reste l'esclave de l'homme. Et vous n'êtes pas un peu déjà esclave de vos téléphones portables? Méfiez-vous. Donc, première idée. La deuxième idée, c'est que, vous le savez comme moi, le big data, qui peut être la pire des choses, mais qui peut aussi être un excellent outil, permet en fait d'avoir de manière à peu près continue la prise de température d'une société. Donc, a priori, ça voudrait pouvoir dire qu'on n'a absolument plus besoin d'élections. Ça pourrait vouloir dire que l'expression de tous les choix quotidiens peuvent être mis ensemble et déduire et produire un choix sociétal en continu. Ça veut dire que ça remet complètement à plat tous nos grands idéaux modernes de la démocratie, etc., etc. On passe à une autre manière de décider, à une autre manière de connaître l'autre, une autre manière de regarder le monde. La troisième grande rupture, c'est une rupture organisationnelle. Nous vivons, j'ai dit, un saut de complexité important, ce qui veut dire qu'il faut savoir que en tant qu'individu ou en tant qu'entreprise, la pression du monde extérieur devient de plus en plus terrible dans la mesure où il y a abolition du temps et abolition de l'espace. On est perpétuellement dans un instant fort. Et pour pouvoir réagir à ça, il faut que les individus et les entreprises développent de la souplesse, de l'agilité, de la réactivité, de l'innovation. Enfin, vous connaissez tous ces mots-là. Ils sont très, très bien. Le problème est que le modèle organisationnel classique des entreprises et des organisations est toujours le système pyramidal. Système pyramidal qui est le plus lourd et le plus lent. Donc, dans un monde complexe, rapide, effervescent et dans l'instantanéité, c'est un modèle qui ne peut plus fonctionner. Donc, il faut aller vers d'autres modèles qui sont des modèles de réseau que tout le monde connaît,
Mais on connaît en termes de mots. Mais passer du pyramidal au réseau, c'est le plus grand défi managérial du XXIe siècle. Hein. Parce que nos collaborateurs, ils n'ont pas du tout envie, eux, d'être dans des situations d'autonomie, de créativité et de responsabilité. Donc, il faut être très, très clair là-dessus. Hein. Il y a un énorme défi et que c'est vrai au niveau de l'entreprise, mais c'est vrai au niveau politique aussi. Si on veut bien regarder la construction européenne, on voit que l'Europe, c'est une pyramide de pyramides. Donc, par définition, c'est un système qui ne peut pas fonctionner. C'est bien ce qu'on est en train de vivre. Donc, de deux choses l'une. Ou bien on accepte l'émiettement européen, auquel cas on n'a plus aucun rôle à jouer à l'échelle mondiale, ou bien on reconstruit l'Europe, mais sur le thème du réseau de régions et non plus sur le thème de pyramide de nations. Au niveau économique, maintenant, nous avons un modèle qui est toujours dominant, qui est le modèle que j'appellerais financiero-industriel, et qui a fait des merveilleuses choses. Hein, je ne suis pas du tout en train de cracher dans la soupe. Je dis simplement qu'à partir d'un certain moment, les deux piliers fondamentaux de ce modèle commencent à s'effriter. En fait, ça a commencé à s'effriter vers la fin des années 80. Les deux piliers, c'est quoi? C'est une économie de masse et de taille, une économie quantitative essentiellement, et d'autre côté, c'est une économie basée sur les prix bas. Mais les prix, on peut les baisser, mais à un moment donné, on ne peut plus les baisser. Et donc à ce moment-là, il y a des problèmes de qualité qui se posent et on a des marchés qui réagissent en disant une chose que moi j'avais entendue gamin dans la bouche de mon grand-père paysan flamand qui disait « Je ne suis pas assez riche pour me payer du bon marché parce que le bon marché finit toujours par coûter trop cher ». Et donc, on est bien en train de basculer là vers une autre logique économique qui n'est plus une logique de masse, mais qui est une logique de virtuosité, qui est une logique de valeur d'usage, de valeur d'utilité. En termes de gouvernance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la notion de gouvernance est également une dimension de virtuosité à développer. Il faut être virtuose dans sa gouvernance. La gouvernance, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas en montant par les cadres, tu as été un bon sergent, mon petit gars, donc tu seras forcément un bon général. C'est faux. C'est juste faux. Ça marche dans les pyramides hiérarchiques, ça ne marche absolument pas dans la gouvernance d'un réseau. Et la dernière rupture, elle concerne l'éthique. Vous en avez parlé déjà 2 fois. Le mot éthique est au cœur d'un débat qu'on va reprendre, et j'ai la chance de pouvoir y participer en fin de journée. La notion de rupture éthique est importante. C'est en fait, qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin? Qu'est-ce qui fait qu'on se met à marcher? Qu'est-ce qui fait qu'on prend du plaisir à vivre? Qu'est-ce qui alimente notre volonté de vivre? Et quand on met tout ça ensemble, on se rend compte qu'on est aussi au bout d'un cycle. Et là, je vais peut-être en choquer plusieurs, mais depuis le XVIe siècle, nous sommes entrés dans la modernité, c'est le cycle que nous sommes en train de finir là aujourd'hui. Quand nous sommes rentrés dans le XVIe siècle, il y a eu un groupe de gens qui ont fondé la modernité sur la notion d'humanisme. Et qu'est-ce que veut dire la notion d'humanisme? Ça veut dire l'homme est au service de l'homme. Et quand on dit l'homme est au service de l'homme et qu'on va se rappeler Protagoras d'Abdère et on dit ça veut donc dire que l'homme est la mesure de toute chose, on apprend à découvrir, surtout au XXe siècle, que si l'homme est la mesure de toute chose, il est aussi la mesure de sa propre démesure, de son propre délire. Et que si l'homme n'est qu'au service de l'homme, il rentre dans une logique pernicieuse de nombrilisme et d'autosatisfaction et de narcissisme. Donc, autrement dit, une des grandes questions de gouvernance qui se pose maintenant au niveau de la gouvernance de soi, au niveau de la gouvernance de nos entreprises, au niveau de la gouvernance de nos communautés de vie, c'est au service de quoi les mettons? Ça ne peut pas être l'homme, ça doit être au-delà de l'homme. Alors ne me faites pas de procès que je ne veux pas avoir. Il ne s'agit pas de faire un retour en arrière sur les religions, les superstitions. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Je dis simplement que, par exemple, remettre l'ensemble du fonctionnement de l'humanité au service de la vie et de l'esprit avec un grand V et un grand E, ce serait peut-être bien une bonne idée plutôt que de le mettre au service de nos nombrils. Marc, vous avez parlé de gouvernance virtuose ou virtuosité de la gouvernance. En quelques mots, est-ce que vous avez parlé de gouvernance virtuose, virtuosité de la gouvernance. En quelques mots, vous pouvez définir? Parce que je crois que quand je disais juste avant que la gouvernance doit être systémique, ça veut dire qu'elle doit intégrer la totalité des dimensions. Ça veut dire la dimension du rapport à soi d'abord. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Moi, je suis en position de piloter une entreprise, mais je vais en faire quoi de ça? Je vais mettre cette entreprise au service de quoi à l'extérieur de moi?
sachant que mes collaborateurs, ils doivent aussi pouvoir se reconnaître dans cette mise au service d'eux. Ça veut dire que je dois aussi tenir compte du rapport à la nature, du rapport aux ressources naturelles, mais aussi des ressources informationnelles et culturelles, mais aussi des ressources financières. Et que donc tout ça, ça implique nécessairement une expertise de haut niveau en termes de capacité de comprendre des logiques étrangères les unes aux autres. Et si on ne fait pas ça, on en arrive à avoir la prédominance d'une des dimensions, et on le connaît bien dans beaucoup d'entreprises, malheureusement, depuis, disons, les années 1990, c'est que malheureusement, une grande part de l'économie réelle a basculé et est devenue au service de la finance pour elle-même. Et c'est une erreur colossale, évidemment. La finance doit rester l'esclave de l'économie et pas l'inverse. Voilà, donc c'est ce genre d'idée que je veux dire. La virtuosité, c'est être capable de faire cette intégration de toutes ces dimensions qui sont, par définition, contradictoires. Merci beaucoup. Alors, je fais un lien avec Bruno, votre expérience, puisque c'est intéressant, Marc nous parle de mettre en lien finalement le projet de l'individu, du salarié avec le projet de l'entreprise et avec le projet beaucoup plus large de l'environnement, de la planète, etc. Vous avez été précurseur en la matière, puisque il y a déjà, dans les années 90, vous avez adopté ce type de démarche. Marc mettait en évidence que les systèmes d'organisation pyramidale ne fonctionnaient plus. Et en fait, ça rejoint complètement donc, cette réflexion-là. C'est vrai que les réflexions ont été conduites avec les partenaires sociaux dans les années 90 et qui ont conduit à ce concept de management par la mission et les compétences. Ceci, en fait, s'appuie sur la mise en cohérence du projet de l'entreprise et du projet de chaque personne, ce qui veut dire déjà qu'il faut que le projet d'entreprise et sa stratégie soient connus et partagés par l'ensemble des salariés, pour commencer. Ceci a une énorme conséquence sur l'organisation de l'entreprise, qui n'est plus une organisation pyramidale où on enferme les gens dans un poste de travail, dans une définition de poste de travail prescrit. Donc tout ceci, en fait, explose et on le remplace par des missions qu'on confie aux personnes. Alors si je vous définis ce type de mission, la mission, je dirais, c'est un contrat qui est passé d'égal à égal. C'est un contrat qui est passé en fait entre le manager et le salarié, mais d'égal à égal. Et dans ce contrat, on répond à 3 questions essentielles pour le salarié, puisque moi j'aime bien toujours partir du client, je pars du salarié. Quelles sont ces 3 questions? La première question du salarié, c'est qu'est-ce que tu attends de moi? Et savoir si chaque salarié dans l'entreprise sait ce qu'on attend de lui, ça serait déjà un progrès fantastique. Et ça, c'est la définition de la mission. Une mission qui peut être en fait de concevoir une offre, de réaliser l'offre, de promouvoir une offre, de la mettre à disposition. Vous voyez derrière des fonctions en fait correspondantes dans l'entreprise, d'aller à la conquête de tel marché géographique. Voilà en fait des missions qui peuvent se découper en sous-missions derrière. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, deuxième question en fait du salarié, c'est sur quoi tu me juges? Quels vont être les éléments d'appréciation du fait que la mission est remplie et que son efficacité est là? Et c'est important, savoir sur quoi tu vas me juger. C'est la deuxième question. Puis la troisième question, c'est quels moyens tu me donnes? Je ne peux pas remplir une mission si je n'ai pas les moyens de remplir cette mission. Ce sont vraiment les 3 questions essentielles. Et puis, ayant répondu à ces 3 questions, je veux dire, le rôle du manager, derrière, c'est de poser, lui, une question à son coéquipier. Est-ce que tu es à l'aise dans la mission que je te confie? Essentielle, cette question-là. C'est la vérification du tout. Et c'est ce qui permet, en fait, de s'assurer que le salarié maîtrise l'ensemble de la dimension de la mission et dispose des compétences adéquates. S'il n'est pas à l'aise, c'est qu'il y a des compétences qui lui manquent. Et donc là, on met en place les éléments nécessaires pour que ces compétences soient acquises. Donc ça, c'est l'élément de base. Ça veut dire quoi en conséquence? Ça veut dire qu'on libère, par l'autonomie qu'on donne aux salariés, par la délégation, qui est une vraie délégation, on libère l'énergie du salarié et donc des capacités de créativité, d'initiative absolument fantastiques. Ça veut dire aussi que le salarié devient en fait le maître de son
projet à travers ceci. Et du coup, à travers cette conduite de son projet dans le cadre de sa mission, cette force de proposition, le problème, c'est qu'il va remettre en cause cette mission de temps en temps ou régulièrement en disant « je peux faire évoluer ma mission de telle ou telle façon » qui la rendra plus efficace dans le cadre du projet de l'entreprise. Et vous voyez le rôle du manager qui est complètement modifié dans la mesure où le rôle du manager devient un rôle de coach, d'accompagnateur de son salarié pour savoir si au fil de sa mission il est toujours à l'aise et d'avoir les appréciations en fait du résultat de la mission. Mais le rôle du manager, c'est aussi de s'assurer dans le cadre de l'organisation que toutes les missions se complètent correctement les unes des autres, sans avoir trop de zones de recouvrement, qu'il y ait d'inefficacité, ou sans laisser de trous dans la raquette. Donc c'est ça qui change complètement l'entreprise, mais avec une réserve d'efficacité qu'on considérait de 20 à 30%. Et ça répond exactement à la remarque que vous faisiez, monsieur. On fait sauter l'organisation pyramidale, on met de la souplesse, de l'initiative et de la créativité. Avec un impact sur l'engagement, j'imagine, l'implication de chacun. C'est évident, on développe la motivation, on développe l'engagement. Alors, malheureusement, je pense que toutes les entreprises françaises et européennes ne vous ont pas encore écouté ou suivi, ne sont pas encore toutes passées dans ces modèles-là. Gallup, qui est un institut de sondage, sort régulièrement des résultats sur ce sujet. Il y a une enquête qui vient juste d'être publiée. Et le chiffre n'évolue pas beaucoup, c'est-à-dire qu'en Europe de l'Ouest, le taux de salariés qui se disent engagés, c'est-à-dire impliqués et enthousiastes, contents dans leur travail, est en moyenne en Europe de l'Ouest de 10%, dernier chiffre qui vient de sortir. En France, on est en dessous des 10%, on était à 9%, je pense que ça n'a pas bougé depuis la dernière enquête. Alors, je vais vous faire un écho, oui. Parce qu'ayant bien sûr mis en application ce type de management dans l'entreprise, ce qu'il en reste aujourd'hui, dernier sondage fait par un hebdomadaire de la région lyonnaise, le groupe Aldès est classé en 5e position dans les entreprises où il fait bon vivre. Et voilà, c'est QFD. Alors en revanche, juste un autre chiffre, et j'en terminerai là pour l'enquête Gallup. USA, Canada, et je me tourne vers Annie, le taux d'engagement, dernier chiffre qui vient de sortir, 31%. Oh, bravo. Waouh. Alors il faut que vous nous expliquiez comment vous faites là-bas. Est-ce que visiblement c'est quand même beaucoup mieux que chez nous? Bien, déjà, l'économie du Québec, 90% de l'économie, elle est basée sur des entreprises de moins de 10 employés. Donc, déjà en partant, nous sommes des petites entreprises. Et moi, lorsque j'ai fondé mon entreprise il y a 5 ans, je l'ai fondée dans l'espoir d'avoir un impact positif sur ma vie, la vie de mes enfants et la vie de ma communauté. J'ai envie de bâtir une entreprise qui aura un pouvoir d'achat pour faire le bien. Et puis surtout qu'elle aura une voie d'influence avec ses partenaires. Donc déjà en partant, la fondation, elle était faite sur mes propres valeurs, sur ma chaîne de valeurs. Est-ce que ça a un impact sur le sondage? Je ne sais pas. Mais déjà de vouloir, puis pour le bénéfice de tous, ce que je fais, c'est que je redéfinis la notion de la propreté en manufacturant une gamme de produits pour la maison, naturels et cosmétiques. Alors, je crois, dès le début de ma démarche, j'ai découvert la certification B Corp. Et cette certification-là, je suis tombée en amour avec cette certification. C'est une certification qui te permet d'ouvrir tes statuts d'incorporation et d'inclure tes considérations sociétales et environnementales, et attention, au même titre que ton profit. On veut faire de l'argent, on a besoin de faire de l'argent, mais pas au détriment de nos considérations, de notre communauté ou de l'environnement. Donc, vous avez bâti votre entreprise sur les 3 P, Profit. Oui, c'est ça. Les 3 P, c'est ce qu'on appelle en anglais Triple Bottom Line, Profit, People, Planet. Donc, des différentes politiques. Allez-y. Et par rapport à ce que disait Marc en introduction, vous avez vraiment mis en pratique le fait de construire un projet commun, de donner envie à vos salariés de se lever le matin, y compris donner envie à vos fournisseurs de se lever le matin, au-delà des clients. Bien, je crois que l'entreprise de demain devra définitivement reviser ses règles parce que
le millénium, l'employé recherche un employeur qui aura ces mêmes valeurs. Il recherche à travailler dans une entreprise qui a ses valeurs, qui peut partager le projet de l'entreprise. Il ne veut plus juste travailler pour un salaire. Donc, pour moi, d'attirer des talents de demain, il faut que j'ajuste ma vision. Et puis, des fournisseurs, j'en ai un. D'ailleurs, j'ai un fournisseur à l'extérieur du Canada parce que 95% de mes fournisseurs sont à l'intérieur de 322 km, sauf un qui est à Saint-Étienne, qui est dans la salle Eurotab, que je salue. Et c'est des gens absolument que j'ai rencontrés hier et que j'accepte de travailler avec eux parce qu'ils ont une vision vers l'avenir qui est beaucoup plus verte. Quelles sont les valeurs de Baleco, puisque vous parlez beaucoup de valeurs? Transparence, intégrité et socialement impliqué. Formidable. Merci Annie. On reviendra vers vous tout à l'heure. Alors, Jean-François, de la même manière, j'ai envie de vous demander comment, chez Orange, vous mettez en pratique les évolutions, comment vous anticipez par rapport à ces 5 ruptures qu'a évoqué Marc. Alors moi, je suis dans une grosse entreprise, hein. Tu vois, un truc un peu plus consistant que ce que tu nous dis. Donc, nous, chez Orange, effectivement, on est comme de très nombreuses entreprises, en fait, on est confronté à 2 problématiques. Je pense qu'on a toute une série de choses qui se passent à l'extérieur et qu'on ne peut pas nier. Et puis, on a toute une série de choses qui se passent à l'intérieur. On a 2 grands sujets. Le premier sujet, Marc a commencé à l'évoquer. Moi, je jargonne un peu à l'américaine avec ce qu'on appelle en gros le monde VUCA. Hein, vous savez, le volatile, incertain, complexe et ambigu. Et c'est quand même la réalité à laquelle nous sommes confrontés, qu'on le veuille ou non, hein, au niveau de nos familles, au niveau de nos entreprises, petites ou grandes. Et on voit bien que la volatilité, l'incertitude, la complexité, l'ambiguïté, elles ont quand même 4 problématiques, mais en plus, ce sont des « et ». C'est ça la mauvaise nouvelle, hein, c'est qu'elles s'additionnent. On est sans doute, la plupart d'entre nous, en train de payer des études supérieures à nos enfants pour des métiers qui auront disparu quand ils obtiendront leur diplôme. Donc si vous êtes dépressif depuis une petite année parce que vos enfants ont loupé le bachot, gardez le moral, il y a encore de l'espoir. On est en politique à essayer de suivre et c'est compliqué. Il y a 3 ans, pour parler d'incertitude, on avait M. Fillon et M. Copé qui, à 300 voix près, se disputaient un parti politique. 2 ans plus tard, l'un fait 44% aux primaires et l'autre 0,3%. Ça s'appelle une tôle et celui qui a gagné pour autant n'est toujours pas président. On voit bien que c'est volatile aussi. Donc on a des séries d'incertitudes et de sujets qui sont là et il n'y a rien à faire. On a l'accélération. On en parle, mais on a l'impression aussi que ça ne fait pas grand-chose. J'aime à rappeler que quand Lincoln a été assassiné il y a à peu près 150 ans, les États-Unis ont mis 6 semaines avant d'apprendre que leur président avait été assassiné à l'époque. Quand Michael Jackson est mort, en 6 secondes, ce n'est pas les États-Unis, c'est le monde entier qui était au courant. Et donc le petit sujet, l'air de rien, sur juste le thème de l'accélération, c'est quand 6 semaines deviennent 6 secondes. Alors vous emmerdez pas, j'ai fait le calcul, ça fait fois 600 000 en fait. Donc ça fait 2 fois la vitesse de la lumière. Et on se rend compte que cette accélération de circulation de l'information, nous, nos journées, on est des braves humains, c'est toujours 24 heures. Hein. Ça ne change pas grand-chose, nos cerveaux ne sont pas devenus exponentiels. Il y a une petite différence, on dort 2 heures de moins en moyenne depuis un siècle. Ah, eh ben ça ne va quand même pas suffire pour le fois 600 000. Ça ne va quand même pas le faire pour le fois 600 000. Donc, on a de l'accélération, on a de l'infobésité tant qu'on en veut, on a des choses surréalistes. Je vais prendre un exemple chez Orange. Nous, on traverse aujourd'hui des zones de turbulence et de concurrence étonnante. On a des gens qui, par exemple, ne vendent pas de mobile, n'ont pas de réseau et deviennent opérateurs. Si je vous le ramène à un chauffeur de taxi, c'est « j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture, tiens, je vais faire taxi ». C'est un peu surréaliste. Nous, c'est ça notre quotidien. Donc, on voit bien, à l'extérieur, il y a toute une série de choses qui sont en train de se passer, je ne vais pas être long, mais qu'on ne peut pas nier. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? De la complexité également qui se rajoute, et j'y reviendrai parce que je pense qu'on ne l'adresse pas forcément bien. Et puis, il y a l'intérieur. Deuxième sujet, c'est l'intérieur de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise? On en a déjà parlé. On a un fonctionnement plutôt vertical, pyramidal, dans de grandes entreprises notamment. C'est culturel, c'est historique, c'est ce qui fonctionne. Ouais, le problème, c'est quand même qu'aujourd'hui, un dirigeant, normalement, il ne sait plus du tout où il va. C'est quand même très, très difficile d'identifier, voilà ce que j'attends, voilà où on va. C'est plus possible, ça, aujourd'hui. Donc, pour moi, le dirigeant, aujourd'hui, est confronté à plutôt se poser des bonnes questions que savoir fournir des réponses.
On a des problèmes d'organisation, on n'en a pas parlé, mais on a de sérieux problèmes d'organisation. En général, on a l'organisation officielle. Vous savez, c'est la petite qu'on a mis 1 an à négocier avec les syndicats avant de pouvoir la mettre en place et qu'on ne mettra pas en place puisqu'il y a la suivante qui arrive, le temps que ça a pris. Il y a l'organisation réelle, c'est-à-dire le bordel du quotidien. Voilà, ça c'est l'officiel. Et on n'a pas la requise, c'est-à-dire celle qu'il nous faut, celle qui saura s'adapter. On a des problématiques de réunion aussi. Alors, je suis désolé, je parle des problèmes avant de parler des solutions, mais je vais être assez rapide. On a à peu près tout changé dans nos vies depuis une vingtaine d'années. On a changé de maison, on a changé parfois d'époux ou d'épouse, on a changé de marque, on a changé de métier, on a changé de voiture. On n'a pas forcément changé la manière dont on fait une putain de réunion. C'est toujours le même bordel. Généralement, il y en a un qui parle, il y en a qui note ou pas. Tiens, il est chiant, je vais rattraper mon retard sur les mails. Donc, en fin de compte, encore une qu'on a fait sans prise de décision, sans ordre du jour, et on a une réalité qui est complètement décalée. Alors, heureusement, nous avons des consultants qui nous accompagnent et nous soutiennent, et qui viennent nous dire, la problématique, c'est que vous consacrez trop de temps à travailler sur des choses qui n'ont plus de valeur dans le court terme. Et l'avenir, figure-toi, les sujets à forte valeur ajoutée, c'est le futur, c'est l'avenir. Tu ne consacres pas assez de temps. Et donc, on va complètement inverser la manière dont tu consacres ton temps à ça. Mais les consultants oublient toujours les TLMDH. C'est-à-dire qu'ils vous parlent de ça comme s'il n'y avait pas la réalité. Les TLMDH, vous savez, c'est toutes les merdes d'hier, mais qui sont déjà dans votre quotidien, qui sont déjà là. Et on vous parle en mode un peu hors sol, comme si c'était pas là. Et donc ça pose en gros 2 grandes problématiques. Ce qui se passe dehors, qu'on ne peut pas nier, et ce qui dysfonctionne dedans, indépendamment du monde VUCA. Hein. Et quand vous additionnez les 2, on arrive à une forme d'impasse. Donc nous, ce qu'on a décidé chez Orange, c'est de commencer à s'intéresser, et moi aussi à titre personnel, sur comment on peut partir, et on part de la verticalité, et on nous dit holarchie, holacratie, en mode horizontal, fini la hiérarchie, fini les managers, il y a d'autres modalités d'intelligence collective qui peuvent être de vraies solutions. Oui, mais non, on part de là. Donc moi, je crois au modèle de la diagonale, vous voyez ? Voilà. Parce que l'homme, parfois, manque de nuances. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais manque de nuances. On était là et il faut faire ça. Putain, non. Alors, on part comme ça, vous voyez ? Et je vais vous donner une métaphore que j'aime bien, c'est aujourd'hui, regardez ce qu'on vit, on prend des Prius. Je n'ai pas d'action chez Toyota, mais c'est quand même des caisses avec 2 moteurs dedans. On a aujourd'hui des véhicules qui ont 2 moteurs. Donc on voit bien qu'on est en train de rentrer dans un modèle hybride. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire chez Orange, c'est de dire comment on est capable de partir de là où on est et de commencer à infléchir pour créer un modèle hybride où on va fonctionner en fait avec des systèmes qui vont s'inspirer de l'holarchie ou de l'holacratie et s'en libérer aussitôt pour faire quelque chose de réaliste, un modèle hybride où on va rentrer dans 4 grands principes que je pourrais détailler peut-être un peu après sur comment on s'y prend. Mais je peux en donner un premier pour démarrer, pour la route. Ouais. Le premier, il va être quand même à toucher au contrôle, à la confiance et à la raison d'être. Je prends souvent la petite histoire du... Vous savez, c'est le monsieur qui rentre chez lui un peu plus tôt que prévu un soir. Il arrive chez lui et il pose ses affaires, ses clés sur le bureau et puis il voit une feuille, une facture. Il regarde et il voit détective privé, etc. Une belle facture avec un beau montant. Il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce que ma femme me ferait suivre ? Il regarde la facture, puis il dit, je l'attends. Une petite heure après, elle arrive. Et il lui dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, chérie ? Tu me fais suivre ou je rêve ? Alors, il lui dit, non, mais tu as tout à fait raison. Effectivement, j'ai engagé un détective privé pour effectivement te faire suivre. Mais enfin... Donc le mari, choqué, lui dit, mais tu me crois infidèle ou quoi ? Non, pas du tout. Mais enfin, tu sais très bien, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, on voit bien. Ouais, mais en fin de compte, dans cette petite histoire symbolique, tout ce qu'on ne supporterait pas dans la vie privée de vivre aujourd'hui dans l'entreprise, elle est fondamentalement basée sur un management plutôt vertical, hiérarchique, et dont une grande partie des activités, c'est le contrôle. Alors, pour résoudre ça, un des sujets qu'on traite, nous, c'est ce qu'on appelle le boss. Alors, avec un seul S, le but d'ordre supérieur. Moi, j'ai la faiblesse de croire que qu'est-ce qui peut faire qu'on peut faire fonctionner un collectif ? Eh bien, généralement, c'est de trouver en fait une quête, une raison d'être qui va être une cause mobilisatrice. Moi, j'aime à dire, pour avoir pratiqué et appliqué dans ma propre équipe ce que je prône, c'est que les gens ne travaillent pas pour Jean-François Dida, les gens ne travaillent pas pour l'Orange Campus, ils travaillent pour la raison d'être de notre campus. Et ça change pas mal de choses. Et c'est le premier point par lequel il me semble qu'il faut commencer. Nous, on accompagne
On accompagne les transformations individuelles et collectives au service de la stratégie d'Orange. Et pour ça, on fait pas mal de choses. Voilà. Annie, votre raison d'être, la raison d'être de Baleco, juste pour comparer. Redéfinir la notion de la propreté. D'autres exemples de raison d'être? Bruno? Aldès? Super, transmettre. Quelle aide? Une raison d'être pour votre entreprise? Ou pour moi, générer de l'espoir. Générer de l'espoir. Ouais, c'est quand même des raisons d'être qui donnent envie de se lever le matin, quoi, un peu quand même. Repenser la propreté, générer de l'espoir. Même transmettre, hein, c'est une superbe raison d'être. Alors, Jean-François, un levier, 3 autres rapidement? Bien, en fait, le premier sujet, c'est ça. Ça répond à la question qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Pourquoi on se lève le matin? Moi, je pense qu'on peut se lever pour une cause. Je n'ai pas trouvé d'autre solution aujourd'hui, en tout cas, pour avoir la capacité à mobiliser un collectif ou des projets à l'intérieur de nos entreprises et de nos collectifs. Le deuxième sujet, c'est la réponse à l'incertitude. Aujourd'hui, comment on adresse l'incertitude? Nous, on croit en fait à la philosophie de ce qu'on appelle les petits pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se plante systématiquement à chaque fois qu'on veut essayer d'atteindre tout de suite l'étape ultime de ce qu'on peut viser, qui serait le mieux, qui est naturel, hein, mais qui est juste inaccessible et inatteignable. Donc, en mode, nous, ce que nous appelons la gouvernance adaptative, si on était dans cette pièce et qu'on devait en refaire la décoration, faire un petit pas, c'est juste se poser déjà la question, c'est est-ce que le plancher est démontable ou pas? Pas refaire toute la déco de la pièce dans 6 mois où on aura déjà déménagé, on sera parti, mais juste, est-ce que d'ici la semaine prochaine, on peut savoir si le plancher est démontable? C'est des petits pas qui n'empêchent pas de faire des pas de géant, mais on est donc sur honorer le fait que c'est tellement incertain que soyons raisonnables, faisons des circuits de décision à boucle courte sur lesquels on a des feedbacks et qui vont nous permettre de pouvoir avancer et cheminer. C'est le deuxième point. Le troisième point, on en a déjà un petit peu parlé, c'est quand même de mettre les rôles devant les personnes. Aujourd'hui, les gens, en fait, sont souvent recrutés dans une mission ou dans une fiche de poste avec une promesse tangible qui n'est jamais honorée en concret dans l'entreprise. Donc l'idée, là, c'est d'identifier des rôles au service de la raison d'être. Et c'est ça qu'on va mettre en place dans l'organisation, qui font que les personnes vont être reconnues pour ce qu'elles font vraiment et pas ce sur quoi elles ont été recrutées. Et donc ça va changer quand même énormément de choses. Et ça va avoir des impacts excessivement positifs sur l'autonomie des personnes, l'implication et donc l'engagement des personnes, et elles savent évidemment au service de quoi elles font ça dans le collectif. Les rôles, ça rejoint tout à fait l'expérience de Bruno, ce qu'évoquait Bruno, dans le fait d'avoir des rôles très... En fait, on enlève plus de définition de poste, plus de définition de fonction, pour permettre de l'agilité, de la fluidité, oui. Changer de rôle en fonction des besoins de l'organisation. Après, il y a un dernier impact qui est sur le fonctionnement. Donc, on est rentré, nous, dans des fonctionnements en cercle et plus dans les fonctionnements en rectangle, on va dire ça comme ça. Moi, typiquement, je n'ai plus de codir aujourd'hui. Je fonctionne sans codir, alors que, évidemment, je suis dirigeant avec un certain nombre de managers et de collaborateurs sous ma responsabilité. Mais nous fonctionnons aujourd'hui dans des cercles avec des leaders de cercle. Et évidemment, ça a pas mal d'impact sur les modalités de leadership pour fonctionner. Est-ce que le modèle hybride consiste à juxtaposer, on va dire, des ronds et des triangles et d'avoir les deux modèles en même temps dans la même organisation? La hiérarchie perdure. Moi, j'aime à dire Orange ne sera jamais agile, mais des tas d'entités dans Orange à taille humaine, bien sûr, peuvent l'être, et donc au final, l'entreprise le sera. Et ça, c'est quand même excessivement important, que vous le fassiez à l'intérieur d'une direction ou que vous le fassiez sur un grand projet, en fait. Et pour l'avoir appliqué avec les grands clients qu'on accompagne sur leur transformation, ou dans mon propre exemple, autant appliquer à soi-même ce qu'on prend aux autres, tant qu'à faire, on voit bien en fait tout ce que ça permet de faire et ce que la hiérarchie perdure quand même. Parce que la gouvernance adaptative, ça ne fait pas tout. Mais quand il s'agit de travailler la stratégie et de prendre des décisions et dans l'action, ça, en revanche, oui, ça y répond parfaitement. Pour célébrer, pour partager, pour communiquer, pas terrible, du tout. Ça ne fait pas tout. Voilà. Soyons clairs, ça ne fait pas tout, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans ce qu'on dit. Gouvernance adaptative ou agile, ce qui est la même chose, parce qu'adaptatif, c'est un terme un peu spécifique à Orange. Ouais. Je préfère adaptatif. D'accord. Alors, je voudrais poser une question à tout le monde, parce qu'on voit bien ce qui est en train d'émerger, et on le voit d'ailleurs dans les organisations. Bruno parlait du rôle du manager. Moi, j'aimerais bien, en se projetant vers l'avenir, vous nous disiez, est-ce que pour vous, demain, il y aura encore des managers? Puisque si on fait évoluer l'autonomie, l'engagement, la notion de contrôle, le manager de demain, est-ce qu'il existe encore? Et quels sont ses rôles, justement, sur quoi on va vraiment l'attendre? Quelle aide peut-être pour démarrer? C'est assez marrant parce que depuis un moment, j'écoute ce qui est dit et c'est vraiment très intéressant. Et je pense qu'avant même de penser
quel sera le rôle de manager demain ou quel sera le manager de demain, il faudrait encore qu'on comprenne dans quel monde nous allons vivre demain, en fait. Ce que je vais dire dans les secondes à venir va sembler un peu décalé par rapport à l'endroit où on est. On est à Lyon, il est 10 heures. Et si je vous disais que l'avenir de Lyon et le destin de Lyon étaient complètement liés à l'avenir, au destin des pays comme la RDC, le Burkina Faso ou le Bénin, ça va vous sembler bizarre. Mais pourtant, 90% des matières premières qui sont dans vos téléphones aujourd'hui viennent de la RDC. 80% du coton, de la matière première, de tous les vêtements que nous portons ici, viennent d'Afrique et de l'Asie. Donc, il faudra un moment que nous réfléchissions, en fait. Le monde dans lequel nous vivons est complètement globalisé et interdépendant. Depuis 50 ans, nous faisons de la globalisation de nos économies. Donc aujourd'hui, les défis auxquels nous faisons face sont des défis globaux. Lorsque nous parlons de terrorisme, lorsque nous parlons d'immigration, lorsque nous parlons de sécurité alimentaire, lorsque nous parlons de changement climatique, ce ne sont plus des défis qui sont liés au pays. C'est des défis que nous partageons, en fait. Donc, définitivement, il faudrait un agenda global pour relever ces défis. Donc, le manager de demain, c'est un manager qui a une vision 360. Le leader de demain, c'est un leader qui a une vision 360. Au moment où nous parlons, il y a un événement phare qui est en train de se tenir à Abidjan. C'est le sommet Europe-Afrique. Au moment où nous sommes en train de parler. Et il faut savoir que les conclusions de ce sommet auront un impact sur votre vie. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une vie aussi où la société civile, où les entreprises ont un autre rôle à prendre, qui est juste différent du rôle du profit qu'on a pu avoir depuis des années. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous aviez dit. Est-ce que demain, on peut imaginer avoir des entreprises sans vision? Je pense que ça ne sera plus possible. Sans vision de l'ensemble de la planète. De l'ensemble de la planète, sans vision de l'environnement, ce n'est plus possible en fait. Donc le manager de demain, en fait, c'est un manager naturellement qui va donner envie à ses salariés, mais au-delà du profit et du salaire, va pouvoir expliquer à ses salariés pourquoi ils viennent le matin en fait, pourquoi ils sont là et pourquoi ils travaillent plutôt pour cette entreprise pour qu'une autre. Et le manager de demain, en fait, c'est ce manager qui va voir les liens d'interdépendance. Parce que demain, il y aura beaucoup de choses qu'on ne pourra plus fabriquer en France, qui seront fabriquées ailleurs. Et c'est comment on établit cette relation entre une personne qui travaille au Québec et une personne qui travaille à Saint-Étienne. Ça fonctionne, Annie, hein? Et ça fonctionne très bien. Et il faut voir, c'est ce que disait aussi mon ami à côté, il faut voir ce que le digital joue depuis une vingtaine d'années dans ce rôle-là. On peut travailler ensemble pendant des décennies sans se voir. Donc, je veux juste qu'on prenne conscience que les liens que nous avons créés sont vraiment interdépendants et qu'il ne faudra pas négliger en fait, l'impact que nous créons sur d'autres environnements par notre propre travail, en fait. Et j'aimerais juste ajouter, parce que je suis tout à fait d'accord, qu'en 2030, dans à peine 10 ans, c'est demain matin, je pense que les entreprises qui n'auront pas fait ce virage-là, ce seront elles qui seront perçues comme old-fashioned, archaïques et même gravement irresponsables. J'en suis convaincue. Marc, alors, ce manager, ou peut-être une réaction, parce que j'ai vu que vous vouliez réagir peut-être au propos de Jean-François. Ben, je crois que ça va être dans le même sens. Le manager demain, je voudrais lancer 5 pistes qui vont être parfois choquantes. D'abord, le premier, c'est qu'il va devenir il est indispensable aujourd'hui de faire une distinction fondamentale entre le pouvoir et l'autorité. Donc le pouvoir, ça se prend ou ça se reçoit, l'autorité, ça se mérite. Et je pense que pendant très très longtemps, le management a été aussi une course au pouvoir. Aujourd'hui, dans un mode de fonctionnement réseau, la notion de pouvoir s'estompe complètement et c'est celui qui fait autorité qui naturellement va apprendre le leadership. Donc il faut bien distinguer les deux. Et vous vous en souvenez peut-être, moi quand j'ai fait il y a très très longtemps un MBA aux États-Unis, l'idée c'était il faut être le chef. Non, il ne faut pas être le chef. Par contre, il faut se faire respecter parce qu'on détient une vraie autorité en termes virtuoses, ce qui n'est pas la même chose. La deuxième chose, ça va peut-être vous choquer, c'est que dans ce que j'ai entendu ici à propos du statut du manager de demain, on fait l'hypothèse qu'il aura des salariés.
Moi, je peux vous assurer que ce n'est pas vrai. Hein. Je peux vous assurer que la notion de salariat, qui a été une solution intéressante dans l'économie occidentale au début du XXe siècle, ne correspond absolument plus à la réalité des métiers d'aujourd'hui. Donc des salariés, il y en aura de moins en moins et la relation de subordination va disparaître. C'est aussi simple que ça. Troisième chose, c'est qu'il va falloir que nous passions du mode sommatif au mode multiplicatif. Alors, pour un matheux, pour moi, comme moi, c'est évident. Pour vous, ça l'est peut-être moins, donc j'explique. C'est que le management, pendant très 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 longtemps, a été considéré comme l'optimisation d'un certain nombre de paramètres de manière à avoir la meilleure somme possible de ces paramètres. Ça, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. C'est donc ce que dans mon jargon à moi, on appelle une logique linéaire. C'est A plus B plus C plus D. Ce que je voudrais vous proposer comme piste de réflexion, c'est qu'aujourd'hui, les paramètres managériaux, ils ne s'additionnent plus, ils se multiplient les uns les autres. Donc il suffit qu'il y en ait un qui soit égal à 0 pour que le tout soit égal à 0. Et donc on est dans une toute autre logique mathématique, on n'est plus du tout dans le cartésianisme analytique, on est dans une toute autre démarche méthodologique. Alors l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'un manager de demain, c'est quelqu'un qui doit être habité par un concept. Et ce concept, c'est le concept de frugalité. La frugalité, c'est la seule réponse possible au fait que nous soyons dans une logique de pénurie de ressources. Et de la frugalité, c'est pas l'ascétisme, c'est pas le sacrifice de soi, c'est pas l'autoflagellation. La frugalité, je vous en propose une définition, c'est dans tout ce que vous faites, faites moins mais mieux. Moins, c'est quantitativement moins, mieux, c'est qualitativement mieux. Et ce que tu as dit là tout à l'heure à propos des réunions, hein, une bonne idée par exemple, c'est de se poser la question dans une entreprise, se réunir très bien, mais comment on fait pour se réunir moins mais mieux ? Et on sait que dans les grandes entreprises aujourd'hui, 60% des réunions ne servent strictement à rien, et 40% restants, il y en a que de l'ordre de 30% de ces 40%, donc 12% du total, qui aboutissent à une solution à la question posée. Donc ça veut dire qu'il y a 88% des réunions qui se font qui ne servent pas à grand-chose. Quand on dit travailler moins mais mieux, ça vous va ? Travailler moins mais mieux, ça ne veut pas nécessairement dire travailler moins d'heures. Hein, on en fait déjà pas assez en France en moyenne, donc c'est certainement pas ça qu'il faut dire. Mais travailler moins mais mieux, pour moi, c'est une connotation très forte. Arrêtons de faire des choses qui servent à rien. Et on en fait un paquet à longueur de journée. Et on en fait faire un paquet à longueur de journée. Arrêtons de faire des choses qui ne servent à rien. Un manager, c'est quelqu'un qui engendre de la richesse, qui engendre de l'utilité. Et c'est mon dernier point, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes en train de basculer dans la définition même de la notion de richesse. Pendant très très longtemps, la richesse, c'était essentiellement une richesse financière. Et je ne crache pas du tout sur le fait qu'il faille du profit financier dans les entreprises. Je dis que c'est nécessaire, mais ce n'est pas du tout suffisant. Alors permettez-moi une petite anecdote, une petite plutôt métaphore. Lorsque vous allez faire le plein de votre voiture, du réservoir de votre voiture à la pompe à essence, vous êtes bien d'accord qu'il faut absolument de l'essence dans la voiture. Mais ce n'est pas l'essence qui décide où elle va, la voiture. Oui ou non ? Eh bien, moi, je vous dis que l'argent, c'est la même chose. L'argent, du profit, il en faut dans l'entreprise. C'est un moyen, mais ce n'est pas un but. Si on n'a pas le moyen, on peut aller nulle part. Mais ce n'est pas parce qu'on fait de l'argent qu'on a un but et que ce but peut être motivant et fédérant par rapport aux gens qui travaillent avec nous. Jean-François, le manager de demain ? Alors, le manager de demain. Je vais rester dans les bagnoles puisqu'on est dans l'essence. Je vous parlais des voitures qui avaient 2 moteurs. Et je pense qu'à une époque, le manager, c'était vraiment le pilote, quoi. Maintenant, je pense qu'il est plus le pilote, il est plus le moteur non plus. En plus, il y en a 2. Mais il est plutôt l'huile, quoi. Voilà. Il est dans quelque chose de beaucoup plus implicite. Il est celui qui fait quand même que sans ça, ça ne fonctionne pas. Il rend... Moi, j'appelle le manager, je le vois plutôt comme un créateur de conditions favorables. Si on se projette un peu sur 2030 pour essayer de répondre à la question, je le verrais bien un peu comme un mélange d'Indiana Jones et de Mère Teresa. Alors, je m'explique. C'est très hybride, hein, Indiana Jones et Mère Teresa. Indiana Jones, si on prend le temps d'y réfléchir quand même, c'est un super chef de projet, le gars. Bon, quand même. Il a quand même un sens de l'initiative et de la prise du risque qui fait vraiment partie de sa réalité. Il sait pourquoi il se lève,
il a une quête, il a une raison d'être, il a une petite équipe qui partage ses valeurs, qui ne sont pas négociables. Et puis, il a peu d'outils, mais qu'il utilise toujours à bon escient. Et je pense que le monde dans lequel on va nous rapproche un petit peu d'Indiana Jones. Mais ça ne va pas forcément suffire. Donc, il faut aussi un petit coup de Mère Teresa. C'est quand même la capacité, en fait, à trouver des nouveaux business models, à faire fonctionner des collectifs avec des modalités nouvelles, le tout quand même avec une très très belle humilité. Ça me semble très important, l'humilité, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est la différence avec la modestie, c'est qu'il n'y a pas de fausse humilité. Et puis la capacité aussi à avoir du cœur et à conduire un collectif avec un leadership beaucoup plus implicite qu'explicite. Voilà. Alors si on arrive à... Donc c'est très, très dur de recruter, hein, donc. Mais si on arrive à trouver des hybrides Indiana Jones et Mère Teresa, à mon avis, on arrivera à avoir de bons managers en 2030. Est-ce que... Allez-y, vous pouvez l'applaudir. Est-ce que ça va être plus simple de recruter ce type de manager-là, Indiana Jones, Mère Teresa, ou le mouton à 5 pattes qu'on cherche depuis des années parce qu'en fait, on lui demande... Parce que les managers ont quand même une responsabilité, un nombre de responsabilités complètement hallucinant. On sait qu'on a beaucoup de mal à recruter depuis des années, à avoir de bons managers, en tout cas en France, hein, au Canada, visible, peut-être mieux, mais... C'est très difficile quand même, hein. Il y a une époque où manager, c'était quand même un peu plus facile. On avait un point A, on avait un point B, on avait un budget, on avait une autorité, on avait des responsabilités, on avait un modèle qui fonctionnait. Aujourd'hui, on est dans des fonctionnements beaucoup plus transverses, beaucoup plus difficiles. On rajoute un grand nombre d'experts autour de table pour essayer de faire fonctionner ça, et ça ne fonctionne pas très bien. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on rentre vers des nouvelles modalités de type gouvernance adaptative, où on va essayer de mettre en place les rôles requis pour juste servir la raison d'être. Et là, on va trouver de nouvelles solutions. Pour le manager, c'est difficile parce qu'avant, il avait les réponses, maintenant, il a les questions. Il n'empêche que les collectifs qui l'accompagnent, il a envie de fournir ces réponses. Elles sont quand même très difficiles à donner aujourd'hui. Il peut plus se renforcer dans une fonction éditoriale, c'est-à-dire essayer de donner du sens à comment lui, il interprète les choses selon lui et avec son collectif, comment il va co-construire tout ça. Donc, je crois que Google, à un moment, s'est posé la question, est-ce qu'on a encore besoin de managers? Ils se sont quand même posé la question. Je crois qu'ils ont travaillé dessus pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, ils ont conclu qu'en gros, ils en avaient encore besoin et que ça ne servait plus qu'à 2 choses, en gros. C'était le moral des troupes et l'allocation intelligente des ressources. Et effectivement, énergiser des rôles, tenir un cap, allouer des ressources et le moral des troupes, voilà. Donc c'est des rôles qui sont quand même, vous voyez, plus difficiles, plus délicats, plus implicites, en gros. Et voilà, donc si vous aimez l'explicite, ne rejoignez pas le management, ce sera difficile, quoi. Hein. Non, mais c'est un rôle qui me semble très beau, mais qui sera dur quand même. C'est des beaux défis. Alors, on va remonter sur des sujets de gouvernance au niveau conseil d'administration, instance de direction des entreprises. Ce que je trouve intéressant dans les modèles de croissance responsable dont on parle et dont Annie nous parle, on voit qu'on a ce qu'on appelle une symétrie des attentions, c'est-à-dire qu'on embarque de la même manière, avec les mêmes valeurs, des clients, des salariés, des actionnaires, des citoyens, tous... Comment concrètement fait-on ça à l'échelle donc peut-être d'un conseil d'administration ou d'une direction d'entreprise pour arriver à embarquer tous ces acteurs, toutes ces parties prenantes dans la gouvernance d'une organisation et dans ce sens des 3 P que vous évoquez? Bien, je pense qu'il y a un début à tout. Je veux dire, c'est sûr que moi, je suis allée chercher la certification B Corp et je reviens dessus parce que ça nous permet, c'est un peu comme ISO 14000 ou ISO 9000, ça te permet de structurer une entreprise formellement avec des grands principes sur la gouvernance, les employés, la communauté, l'environnement et les clients. Donc, si tu structures, c'est que tu fondes la compagnie sur une fondation solide et qui te permet de croître avec tes valeurs. Donc, c'est sûr, si, après ma barre, moi, pour les employés, on a une évaluation, oui, par nous, mais par les pairs aussi. Ils ont des objectifs environnementaux à atteindre. Ils ont 20 heures de bénévolat sur l'entreprise à exécuter durant l'année. Ils ont des causes à choisir. Donc ça fait partie de l'entreprise.
Et donc, pour la communauté, si le choix des fournisseurs, il est extrêmement important qu'il soit local pour moi. D'encourager l'économie chez nous fait partie de nos valeurs. Donc, c'est sûr que le fait d'avoir une structure légale, ce qu'on appelle le grand secteur qui est en train en émergence, for benefits, donc tu as les entreprises for profit, tu as les entreprises, les OBNL, les gouvernements, et maintenant, ce qui est en train d'émerger, c'est for benefits. Donc, oui, du profit, mais on doit penser à autre chose, la parité dans les conseils d'administration. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des investisseurs, des financiers, un conseil d'administration qui rejoint nos valeurs. Donc, c'est d'être clair à la base. Effectivement. La question qu'on peut se poser également, c'est est-ce que les formes juridiques d'entreprise et les instances de gouvernance telles qu'elles existent aujourd'hui en France et ailleurs, doivent évoluer aussi? Est-ce qu'il faut qu'on crée de nouvelles formes juridiques d'entreprise? Emmanuel Macron a dit qu'en 2019, il allait travailler à repenser l'entreprise, ce qu'est l'entreprise, ses formes juridiques. Aujourd'hui, il existe des SCOP, par exemple, qui sont des entreprises dont la structure repose sur la gouvernance démocratique, sur le fait que les bénéfices soient affectés en priorité au projet d'entreprise, à sa pérennité, à la sauvegarde des emplois. Est-ce qu'il faut, à l'avenir, est-ce que vous pensez que c'est une solution de réinventer d'autres formes juridiques d'entreprise ou plus utiliser des formes comme la SCOP, par exemple? Bruno? Moi, j'aurais tendance à vous dire d'entrée de jeu qu'importe la coquille, ce qui compte, c'est ce qu'on met à l'intérieur. Et ce qu'on met à l'intérieur, en fait, c'est les valeurs, le comportement, ce qu'on veut faire de l'entreprise, où on veut l'emmener et le type de gouvernance qu'on veut mettre en place. Vous prenez l'économie sociale et solidaire, vous avez des monstres économiques dans l'économie sociale et solidaire, c'est pas mieux que la SAS ou la SA du coin. La SCOP, oui, si on accepte de fonctionner dans une lourdeur de fonctionnement qui est la nécessité d'une SCOP, pourquoi pas? Mais j'allais dire, en fait, je répète, ce qui compte, c'est ce qu'on met à l'intérieur, c'est le mode de fonctionnement, c'est le comportement, en fait, qui me semble être essentiel au-delà de toutes les formes. D'autres points de vue sur cette question? Khaled? Moi, je pense profondément que le seul avenir qu'on peut prédire, en fait, c'est celui-là qu'on a décidé de réaliser ensemble. Et je pense aussi, comme Bruno, que le tout n'est pas l'outil. Le tout représente surtout les valeurs qu'on met à l'intérieur et ce que les gens sont prêts à faire, en fait. Je vais vous donner un exemple tout simple, qui est mon propre exemple. J'ai fondé une organisation qui s'apparente aujourd'hui à une institution. Je l'ai fondée, j'avais à peine 26 ans. Ça s'appelle Club 2030 Afrique. Donc, c'est un think tank, c'est un laboratoire d'idées, aujourd'hui, qui conseille les gouvernements africains un peu partout en Afrique. Et il y a à peu près 100 personnes qui sont engagées dans ce think tank de façon bénévole et qui sont partout dans le monde. Nous avons 12 personnes à Paris, nous avons 20 représentants dans 20 pays africains qui sont les relais sur place, qui mobilisent l'expertise tout autour d'eux. Nous avons un conseil de direction, un conseil stratégique dans lequel vous retrouvez des sommités, des grandes personnalités. Et nous fonctionnons tous ensemble. Et nous fonctionnons avec un budget très faible. Mais ce que nous sommes capables de produire est énorme. Aujourd'hui, il y a le sommet Europe-Afrique. Nous avons produit énormément pour ce sommet. Nous avons fait une déclaration qu'on appelle Africa 2030, justement, qui repense le leadership à 2030 et comment on va réinventer les politiques publiques à 2030, surtout pour ma génération, où on ne conçoit plus les politiques publiques sans digital. Donc, je pense qu'au-delà des outils, la prise de conscience qu'il doit y avoir au niveau des uns et des autres, des entreprises, ou de tous ceux qui participent à la vie économique et sociale, c'est comment nous allons travailler ensemble dans un écosystème qui correspondent à nos valeurs, en fait. Et si on arrive à trouver la réponse, je crois qu'on aurait fait une révolution. D'autres points de vue sur ce sujet des formes juridiques? Alors, Marc, vous vouliez intervenir, je crois? Non. Vous vouliez intervenir, Marc? Je vous ai vu. Voulez-vous intervenir? Je vous ai vu me faire un petit ou prendre une note sur ce sujet. Peut-être dire une chose, c'est que je suis parfaitement en phase avec Bruno. Peu importe le véhicule, c'est ce qu'il y a dedans qui compte. Donc, effectivement, juridiquement parlant, il y a des véhicules qui sont plus ou moins taillés pour tel ou tel type de projet, mais ce n'est pas là qu'elle est essentielle. Ça me paraît relativement clair. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est secondaire comme question. Ce n'est pas négligeable, mais c'est secondaire.
En revanche, je crois qu'il y a une mentalité managériale ou entrepreneuriale qui doit s'installer. D'abord, je suis moi beaucoup plus attiré par l'idée que demain, les porteurs de l'économie, ce seront des entrepreneurs et pas des managers. Et que ça veut dire que dans la tête de ces gens-là, il faut absolument changer complètement le modèle. C'est-à-dire qu'une entreprise, ce n'est pas une machine à sous, ce n'est pas une mécanique qui exigerait des rouages, qui exigerait des fonctions, qui exigerait un pilote. Hein, je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à parler de l'entreprise comme étant un processus organique. Un processus, donc ça se construit dans le temps pas à pas, et c'est organique, c'est pas mécanique, c'est pas démontable et remontable. Il n'y a rien de réversible dans une entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre en tête. L'autre chose qu'il faut jamais oublier, c'est que pour moi, un entrepreneur, d'abord, et à la suite, peut-être les managers aussi, mais certainement l'entrepreneur, sa première fonction fondamentale, c'est d'être le garant et le gardien du projet collectif. Ça, c'est fondamental. Et la deuxième chose, et c'est le plus difficile peut-être au quotidien, c'est que cet entrepreneur ou ce manager doivent être des incroyables réservoirs d'énergie mentale. Parce que nos collaborateurs ont un art extraordinaire de venir nous pomper notre énergie mentale 24 heures sur 24. Et donc, ça veut dire que le réservoir, il se vide et qu'il faut le remplir. Et donc, il faut être très, très, très conscient de ça. Et c'est probablement le fait de contribuer à une œuvre qui nous dépasse qui va faire qu'on va être capable de régénérer cette énergie mentale où les autres viennent puiser tout le temps. Alors, quelques mots sur la gouvernance des institutions, des syndicats, des partis politiques, des fondations. Est-ce que ça évolue aussi dans ce domaine-là? Comment vous voyez l'évolution de la gouvernance de ces institutions autres que les entreprises? Oui, je ne veux pas parler des syndicats parce que je ne m'y connais pas trop, mais par contre, la gouvernance des institutions devra évoluer et on le sent déjà. Même aux Nations Unies, lorsqu'on parle avec des experts des Nations Unies, on voit bien qu'aujourd'hui, les défis auxquels on fait face, comme je disais tout à l'heure, obligent un peu à repenser la gouvernance. Je vais vous donner un exemple tout simple. L'Afrique aujourd'hui, c'est 1,2 milliard d'habitants. C'est quand même une grosse proportion d'habitants sur la planète. C'est 54 pays et il n'y a aucune représentation au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, on part du principe en fait qu'il n'y a aucune voix, donc tout un continent à un niveau de gouvernance mondiale en fait. Ça pose un énorme problème en fait. Et ça, ce n'est plus acceptable, ce n'est plus possible. Donc, il va y avoir une rupture de toute façon immédiate d'une génération à une autre. Moi, ma génération ne va plus l'accepter parce que ma génération est hyper éduquée. Ma génération vit les mêmes codes que tous les autres jeunes au niveau mondial. Donc, il y a un bras de fer qui va se mettre en place de toute façon pour que la gouvernance mondiale soit à l'image de ce qu'il y a dans le monde. Et c'est pour ça que j'attirais l'attention tout à l'heure sur le fait que quand je dis que l'avenir de Lyon ou de Paris est lié à l'avenir de Cotonou, de Ouagadougou ou de Casablanca, il faut que les gens en prennent conscience en fait. Parce que demain, si ce n'est pas le cas, si on ne rentre pas dans ce cas de partenariat, il y a des pays à un moment qui vont bloquer les verrous. Et quand ces verrous seront bloqués, par contre, ça va devenir très difficile. Je pense qu'il faut prendre conscience maintenant et rentrer dans un partenariat gagnant-gagnant, dans une gouvernance qui sera beaucoup plus collaborative et beaucoup plus participative. Merci. Bruno, quelques mots en réponse à cette question? Oui, Marc indiquait tout à l'heure que les choses évoluent très lentement, en particulier dans les entreprises, mais pas que. Je crains que la plupart de nos institutions, que ce soit les partis politiques, syndicats, organismes consulaires et autres, en fait, n'évoluent pas beaucoup plus vite. Que ce soit des lieux d'exercice et d'éclosion de gros égos qui aiment bien s'installer, ou des écuries pour prendre le pouvoir, c'est tout à peu près la même chose, et qu'en fait, on soit encore dans ces organisations très très loin de savoir qui on sert et d'être au service de ceux qu'on devrait servir, et en particulier dans beaucoup d'organisations au service des entreprises, des électeurs ou des salariés. Ça, c'est dit.
Un petit mot, Marc, avant la conclusion. Oui, très, très vite, c'est juste pour embrayer encore une fois sur ce que vient de dire Bruno. Il faut bien comprendre notre époque. Notre époque, c'est la fin du paradigme de la modernité et le début d'un autre paradigme. Que tout paradigme engendre lui-même à ses débuts ses propres institutions de pouvoir pour garantir sa pérennité. Et pour faire très très court et très très vite, quelles sont les institutions de pouvoir du paradigme né à la Renaissance et qui est toujours aujourd'hui en gouvernance par rapport à nous? C'est l'État central, c'est les institutions bancaires, les institutions boursières, les universités, les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers, qui tous vont disparaître. Vous avez bien entendu? Qui tous vont disparaître. Et effectivement, ces institutions de pouvoir, par décision, par fondation, par définition, n'ont aucune intention d'accepter l'idée qu'il puisse y avoir un changement de paradigme. Donc ils sont perpétuellement dans le déni. Il n'y a pas. Ça va continuer comme avant. La reprise, c'est pour bientôt. La reprise de quoi? On ne sait pas. Mais la reprise, c'est pour bientôt. Je crois qu'il faut sortir de ça en disant ces institutions de pouvoir vont disparaître et on va devoir inventer, nous, bottom-up et pas top-down, bottom-up, on doit nous réinventer les institutions de demain qui sont plus ou moins frétillantes pour l'instant, qui existent peut-être déjà un peu, oui, qui sont émergentes. Mais il y a le temps. Et là, on est dans l'histoire longue, Bruno. Là, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette table ronde. Je vais vous proposer, donc, Madame, Messieurs, un tour de clôture très rapide. Il y a dans cette salle des dirigeants, des petits princes et des petites princesses. Quel message avez-vous envie de leur faire passer sur ce monde de demain, cette entreprise ou ces institutions que vous souhaitez le plus chèrement possible? Un dernier message de clôture pour terminer cette table ronde. Moi, je terminerai avec une phrase qui, je pense, ce sera essentiel pour relever les défis auxquels on est confronté. J'ai sorti d'un restaurant il y a quelques mois et j'ai croisé un clochard un peu éméché et qui m'a interpellé en me disant cette phrase: le savoir est dans la tête, le pouvoir est dans le cœur. Voilà, donc moi je vous laisse là-dessus par rapport aux défis qui sont devant nous. Bien, pour les petits princes et petites princesses, c'est bien ça la clôture. Les petits et les grands, les dirigeantes et les dirigeants. grands princes aussi. Les deux, voilà, bien. Ça marche pour les deux. Ben, moi, je crois à deux choses fondamentalement. La première chose, c'est qu'il faut connaître quelles sont nos vraies passions et aller au bout. La vie, c'est une aventure, c'est pas une machine. Et donc, je crois qu'il faut vraiment aller au bout de nos passions, mais choisir d'aller sur le chemin de sa passion nous oblige à être dans une démarche de virtuosité. La passion, d'accord, mais alors tu vas très loin et tu vas très haut. Pour Princesse et Petit Prince, je pense que vous avez déjà le chapeau de l'éco-citoyen. Alors, j'espère que vous allez le garder quand vous deviendrez entrepreneur. Et puis, pour vous, entrepreneur, responsable et chef d'entreprise, ben, je pense que notre responsabilité ne s'arrête pas au quai d'expédition de nos marchandises, qui va bien au-delà. Ben moi, je reste sur ce que j'avais dit tout à l'heure, aux petits princes, aux petites princesses. Je vous dis, levez la tête, voyagez, le monde est global et allez à la conquête du monde. Merci. Je voudrais revenir sur le fait que la gouvernance est avant tout une affaire de valeurs et de comportement. C'est servir ses salariés, servir ses clients, servir ses actionnaires, servir son environnement, et tout ceci avec beaucoup d'humilité. Madame, Messieurs, merci beaucoup et bonne continuation pour cette journée. Happy Gov Them.